Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Julien Chiappone-Lucchesi, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France à Bucarest et directeur de l'Institut français de Roumanie. Habitué des entretiens sur RFI, aujourd'hui nous allons parler avec lui d'abord d'un événement important pour l'Institut cette année, la célébration de son centenaire, mais nous échangerons également sur d'autres thématiques. Et je vais essayer, chères auditrices, chers auditeurs, d'en savoir un peu plus sur l'homme qui est Julien Chiappone-Lucchesi. Julien Chiappone-Lucchesi, bonsoir. Buonasera, bonsoir. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Bien, je vais essayer de me prêter à l'exercice. D'accord, très bien. Alors, tout d'abord, ce centenaire, événement important en 2024 pour vous. La première question qui me vient à l'esprit, c'est que s'est-il passé en 1924? Comment s'est créé l'Institut français de Roumanie? Alors effectivement, 100 ans. C'était donc l'acte de création le 29 mai 1924. Mais en réalité, c'est une histoire qui s'est tissée bien avant et c'est le résultat de ce que des hommes, principalement à l'époque, ont souhaité, entre la France et la Roumanie, pouvoir obtenir. Et en réalité, si on remonte un petit peu même, c'était probablement dans la profondeur du 19e siècle où cette relation franco-roumaine s'était tissée au moment de l'éveil national, où déjà beaucoup de liens avaient lieu, s'étaient créés dans le domaine non seulement de la politique, mais aussi domaine culturel, des intellectuels, de l'université. L'université a joué un grand rôle. Et il y a eu donc à un moment donné, j'ai envie de dire, une convergence entre des volontés d'hommes, qu'on pourra d'ailleurs nommer, et on le fera nous-mêmes, puisque nous préparons pour le centenaire une exposition un peu rétrospective qu'on pourra lire sous plusieurs niveaux, qui sera à la fois historique et artistique, mais qui mettra évidemment aussi à l'honneur ces hommes qui ont fait l'Institut dans son début, M. Faucillon, M. Cantacuzène, mais aussi des grandes figures qui ont présidé à ces destinées, qui ont donné leur accord, leur énergie, qui ont facilité, qui ont mis du fluide, et des grands noms comme Jean Giraudoux, par exemple. Et donc, en réalité, c'est des volontés, des accords, et à un moment donné, des hommes d'action, qui ont fait que le 29 mai 1924, sous les auspices du roi à l'époque, eh bien, on inaugure ce qui s'appelait alors l'Institut des hautes études françaises en Roumanie, et donc l'Institut français des hautes études en Roumanie, et donc un instrument qui est resté sans discontinuer, avec bien sûr des péripéties, et on pourra en parler, ces péripéties selon les régimes, mais qui est sans discontinuer l'instrument dont nous disposons aujourd'hui pour réaliser notre diplomatie culturelle en Roumanie. Les grandes lignes du programme, concrètement, est-ce qu'il y aura un agenda particulier cette année? Alors oui, on va jouer sur trois tableaux en réalité. Ce qu'on a fait pendant tout le temps qu'on a été en Roumanie et ce qu'on continue de faire, ce sont des partenariats et de créer des liens et de faire des projets avec des partenaires. Et donc on demande via une labellisation à nos partenaires de donner une place particulière à la France ou à la coopération franco-roumaine sous l'égide du centenaire dans leur programmation. Ce qui fait que entre mai, parfois un peu avant, mais notamment entre mai et la fin de l'année, le mois de novembre-décembre, nous aurons une concentration d'événements qui seront liés au centenaire, parce que nos partenaires veulent aussi par là même rendre hommage à cette relation. Le deuxième groupe, ce sont nos actions à nous, qui sont des actions que nous menons par ailleurs, mais auxquelles nous allons donner une touche particulière en cette année de centenaire. Et puis ensuite, il y a toute une série d'événements que nous allons créer spécialement pour le centenaire, que ce soit à Bucarest, bien sûr, puisque quand on parle du centenaire, on parle d'Institut français de Roumanie, mais à l'époque, qui n'était qu'à Bucarest, alors que maintenant, nous sommes évidemment dans d'autres endroits, à Cluj, à Iași, à Timișoara. Et donc, que ce soit avec
un bal populaire à Timișoara avec un tram aux couleurs de l'Institut français à Iași, ou que ce soit avec une présence particulière que nous aurons artistique et de visibilité pendant les journées de Cluj, ou bien ici à Bucarest avec un gala le 28 mai, le gala de l'Institut français du centenaire, et une fête populaire le lendemain à l'Institut français dans son quartier. Quand vous dites fête populaire, c'est-à-dire ouvert à toutes et à tous. Ce qu'on a envie de dire aussi, c'est que l'Institut français, comme c'est souvent le cas lorsqu'on crée une relation très forte et à travers le temps, n'est plus vécu, et c'est tant mieux, uniquement comme un instrument de coopération, mais aussi comme une institution culturelle à part entière. Et je dirais même qu'à un moment donné, l'Institut français de Roumanie, dans son histoire, a été la plus importante institution culturelle, de par son ouverture sur le monde, pour les Roumains et les Bucarestois. Et donc, c'est aussi le cas de notre très bel outil qui est le cinéma Elvire Popescu, qui demeure le premier cinéma d'art et d'essai du pays, et qui est un cinéma roumain, français, européen, mais il est d'abord roumain. Il est au service du public roumain. Donc nous sommes aussi, quelque part, une institution roumaine, et à ce titre-là, ceux qui sont dans ce quartier de Dacia, puis ceux qui sont nos amis, nos partenaires, on a envie aussi de fêter avec eux ce centenaire, et donc faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'animation autour de cela. Donc, pardon, excusez-moi, oui, je vous coupe. Y aura-t-il des invités venus de France ? Oui, bien sûr. Alors, notre programmation, de toute façon, se déroule avec des invités venus de France. Là, nous préparons le Festival français du film, le FFF. C'est sa 28e édition. Et comme d'habitude, nous dévoilerons bientôt les invités français qui accompagneront la trentaine de films que nous allons présenter dans 13 villes. Donc c'est un festival national. Mais disons que dans chaque opération que nous menons, nous avons évidemment beaucoup d'invités français. Rien que cette semaine, nous avions des invités venus de France. Alors quand je dis français, en réalité c'est réducteur, parce que nous travaillons avec des artistes ou des experts qui pratiquent en France, qui sont liés avec la France et qui sont souvent français, mais pas forcément, qui peuvent être francophones de manière générale, ou qui peuvent travailler avec la France. Nous avions là hier un très beau concert qui se continue avec John Van Rising, de la chanteuse coréenne Young San-na, et puis avec le pianiste Boyan Z, qui est aussi francophone et qui est serbe. Et puis ils seront à Cluj donc cette semaine. Et puis nous avons Édouard Louis qui arrive ici dans une coopération théâtrale de mise en scène de ses livres par 2 metteurs en scène roumains. Donc sur 2 spectacles différents. Et puis nous avons une très très belle proposition européenne sur laquelle j'espère que nous pourrons revenir un instant, qui est malheureusement 2 ans après l'agression russe en Ukraine, le moyen pour nous en tant qu'Européens, en tant que groupe européen que nous avons ici, qui s'appelle Unique Romania, donc que je préside avec ma collègue italienne. Nous avons cette possibilité de décentraliser. Nous avons décidé, en fait, sur une proposition de l'Institut Goethe, de décentraliser le Festival international de littérature d'Odessa, qui ne se tient pas à Odessa depuis le début de la guerre, et qui se tient cette année pour sa 9e édition à Bucarest. Et dans ce cadre-là, il y a... Ça, ce sera quand ? Là, ça commence demain. Et ce sera jusqu'à dimanche. Et dans ce cadre-là, nous avons beaucoup de voix ukrainiennes, bien sûr, des voix européennes, parmi les Européens, des invités français comme Olivier Guèze ou comme Philippe Sant, l'avocat et écrivain franco-britannique, qui seront présents. Donc, notre quotidien est fait de ces richesses, et évidemment que pour l'ensemble de cette programmation, nous aurons beaucoup d'invités venus de France, liés avec la France, francophones aussi au sens large, puisque c'est une année très riche pour la France aussi, parce qu'elle va accueillir le sommet international de la francophonie à Paris, à Villers-Cotterêts début octobre, et que nous accompagnons cela évidemment avec la Roumanie, qui est un pays si francophone et francophile, et qui elle-même a fêté l'année dernière les 30 ans de son adhésion à l'OIF. Donc vous voyez, il y a une espèce de logique de convergence de ces affinités,
Et en quelque sorte, le thème du festival de film français cette année est vertige. Il y a un vertige qu'on espère positif, qu'on espère éblouissant pour le cinéma, mais aussi pour toutes nos activités qui se déroulent en fait sur tout le territoire avec beaucoup de densité. Et c'est nous un peu notre rôle avec toute l'équipe, les collègues qui sont dans les secteurs culturels, qui sont directeurs délégués d'instituts, de donner une cohérence et d'être un peu les chefs d'orchestre de cette densité-là. Et donc cette densité, elle sera particulièrement importante parce que les 100 ans, ça n'arrive qu'une fois par siècle, si je puis dire. Mmh. Alors, comme je le disais en introduction, vous êtes également conseiller de coopération et d'action culturelle. Je suppose que avec votre poste de directeur de l'Institut français de Roumanie, ce sont deux fonctions qui sont complètement liées. Il n'y a pas j'imagine, de séparation entre les deux. Comment vous définiriez votre touche personnelle en tant que conseiller diplomatique, en tout cas la philosophie de vos actions que vous mettez en place, si vous deviez la définir, quelle serait-elle? Alors vous avez raison. D'abord, les deux fonctions sont à la fois deux fonctions différentes mais complètement intégrées. Et mon rôle, c'est aussi avec notre ambassadeur, qui est le chef d'orchestre de l'ensemble de la présence française ici, de faire en sorte que ces deux fonctions soient en cohérence, se complètent, et tout cela sont des réflexions qu'on partage aussi avec d'autres collègues, avec nos correspondants parisiens au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, parce que la France a fait ce choix à cette tradition ancienne d'une diplomatie culturelle qui lui appartient, qui fait partie vraiment de son ADN, et en même temps a fait ce choix répété dans le temps de considérer que pour qu'elle soit efficace, cohérente, qu'elle soit peut-être plus performante dans le temps long, il fallait quand même qu'elle soit bien pilotée par l'État. Et donc finalement, le fait de réunir le rôle de conseiller culturel à l'ambassade dans sa fonction plus régalienne, conseiller culturel et de coopération, c'est important parce que ça ouvre les champs des possibles. La coopération, au-delà de la culture, de l'universitaire, du scientifique, de l'éducatif ou du linguistique, c'est aussi la coopération avec la société civile sur des sujets de soutien à l'état de droit, de gouvernance, etc. Donc c'est un champ beaucoup plus large, mais ce champ-là, il est complètement cohérent avec un établissement culturel qui est un outil de coopération sur le terrain. Alors évidemment dans la capitale à Bucarest, mais aussi dans nos antennes, et plus largement nous permet de mettre en cohérence tout l'écosystème autour de cet outil. C'est les alliances françaises, nous avons 5 alliances françaises et nous avons aussi l'idée de le développer, c'est-à-dire d'avoir à moyen terme d'autres alliances françaises qui existent ou d'autres fonctions de ce type-là qui puissent émerger. Nous allons avec l'ambassadeur et un certain nombre de mes équipes et collègues demain à Sibiu pour faire les Journées France pendant 2 jours. Et ces Journées France, c'est réunir cet écosystème, dire que la francophonie, la francophilie ont un sens pour une ville donnée, en l'occurrence à Sibiu, et Sibiu effectivement est une ville extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Sibiu, il n'y a pas d'institut français, il n'y a pas d'antenne de l'institut français, il n'y a pas d'alliance française, mais il y a une maison de l'Ille-et-Vilaine qui est née d'une coopération ancienne qui va se renouveler pour 30 ans entre l'Ille-et-Vilaine et le département le JDS de Sibiu. Et c'est aussi une modalité de coopération, de la coopération décentralisée qui peut renforcer cet écosystème. Je ne parle pas non plus des lecteurs, enfin, dans les universités, il y a énormément d'un écosystème. Donc ce rôle-là de conseiller de coopération et directeur de l'Institut français, ça permet vraiment de faire le lien dans tout l'écosystème. Et je dirais que ce qui est important, parler de touche personnelle, puisque vous disiez aussi au début de l'entretien que vous aviez envie d'en savoir un peu plus. Au-delà de la touche personnelle, c'est aussi la capacité qu'on a à comprendre un pays, être en empathie
avec une culture, de comprendre en profondeur ce que ressentent et ce que désirent les gens. Et quelque part, c'est d'être en capacité de monter, c'est peut-être le métier veut ça, c'est la beauté du métier, c'est de monter des partenariats, de créer des convergences, de créer, de s'appuyer sur des affinités ou de les créer, de trouver les bons talents, de trouver les bonnes personnes, de les mettre ensemble et de faire ensemble des projets après avoir compris et après s'être intéressé profondément avec une certaine empathie, peut-être c'est ça, l'empathie pour les uns et pour le pays dans lequel on va et les hommes et les femmes qui le composent et qui le font au quotidien, et d'être capable de lover, d'intégrer notre coopération avec le souci du détail, avec le souci de l'autre, avec le souci de ne pas faire une coopération sur commande. Je vous disais que c'était piloté chez nous de façon étatique. Certes, il y a des grandes orientations, mais ces orientations, d'abord, elles se discutent avec le terrain, il y a des allers-retours, et puis ensuite, elles s'adaptent. Et mon rôle ici, avec l'équipe, c'est de comprendre assez bien le terrain pour pouvoir adapter correctement nos actions de coopération, créer les bons projets, trouver les bonnes personnes, les faire avancer dans la durée et se retourner en disant ce que nous avons développé, c'était intéressant, ça a fonctionné, capable de se remettre en question aussi. Je pense que la question de l'empathie, la question du réel attachement à l'autre et à ce qu'on peut créer ensemble, à la plus-value qu'on peut faire ensemble, et de le faire réellement en équipe France, de le faire en transversal, d'être les uns avec les autres et d'arriver à converger. Donc empathie, convergence et volonté de créer, de développer, c'est peut-être des pistes de réponse à cette question-là. Très bonne réponse. Je crois que vous étiez en train de nous expliquer également ce qu'était, vous appelez ça la diplomatie culturelle, mais on peut dire la diplomatie d'influence. On sent véritablement, vous me dites si je me trompe, mais on sent que la France veut utiliser à bon escient l'outil culturel et que notre pays a effectivement compris que cela avait un impact à plusieurs égards. En Roumanie, quand j'en discute avec certains journalistes dans le domaine culturel notamment, ils regrettent que le pays, justement, l'État roumain n'ait pas pris conscience que la culture était un formidable outil et qu'il y avait des répercussions directes et indirectes dans plusieurs domaines, et même le domaine économique, pour la croissance économique. Quelque part, je ne dirais pas que vous avez envie de montrer l'exemple, mais est-ce que vous sentez que en Roumanie, grâce à vos actions, il y a le début d'une prise de conscience à cet égard? J'aurais pas disons la façon dont je voudrais exprimer les choses est peut-être un peu différente en réalité. Je pense que les Roumains, de manière générale, maintenant je suis là depuis plus de 2 ans, prouvent au quotidien leur amour pour la culture, leur intérêt pour la culture. Certes, lorsqu'on regarde des statistiques en termes de lecture, en termes de financement de la culture, etc., les chiffres ne sont pas les meilleurs du monde. Mais il y a un intérêt, c'est pour ça que c'est important aussi de faire la différence entre ce que l'on voit dans les chiffres et les statistiques, qui sont qui constituent une réalité, mais également aussi ce qu'on peut nuancer dans le quotidien et la relation avec les uns et les autres. Je pense qu'il y a un vrai intérêt pour la culture, je pense que les Roumains sont conscients de ce qu'ils ont apporté, non seulement ici, mais aussi ailleurs, et dans cet ailleurs, la France compte beaucoup. Et ça ne vous étonnera pas que je vous parle là de l'exposition Constantin Brancusi ou Blancouche que nous avons réalisée après celle de Brauner à Timișoara dans le cadre de la capitale de la culture au Musée national d'art. Et ce même Constantin Brancusi auquel le musée Pompidou, qui était le plus grand partenaire de ces expositions, va rendre hommage de manière magistrale à partir du 27 mars prochain jusqu'au 1er juillet à Paris, avant que le musée ne ferme.
ce sera une figure franco-roumaine, certes universelle, parce qu'un grand maître de la sculpture, mais une figure franco-roumaine qui sera à l'honneur pendant pratiquement plus de 4 mois à Paris, à Pompidou. Et donc, oui, bien sûr, les Roumains ont conscience de cette importance de la culture. Ils sont aussi des vrais amateurs, avec une vraie ferveur. Ça m'avait beaucoup frappé. Je suis arrivé avec un festival Enescu, encore un grand passeur, et j'étais extrêmement frappé, disais-je, vraiment de l'attention du public pour la musique. Le public était vraiment là pour la musique, plus que pour toute autre chose. Et l'attention du public de manière générale sur le théâtre, le spectacle vivant de manière générale est réellement impressionnant. Donc il y a cette compréhension, je crois quand même, qu'on peut un peu nuancer quand je voulais souligner cela. Pour autant, la structuration du domaine de la culture, le travail que nous faisons, c'est un travail que nous avons commencé depuis très longtemps au niveau national, donc c'est-à-dire chaque poste à l'international a ce devoir de se pencher sur cela, c'est la structuration des filières des industries culturelles et créatives. La capacité qu'on a de coopérer sur cette structuration, mais aussi de faire en sorte que des actions de coopération se mènent pour que ces structurations, au-delà de la structuration, pardon, on ait aussi la capacité de prouver l'attractivité, de prouver l'intérêt non seulement économique, mais l'impact que ça peut avoir sur la société. Ce très grand secteur des industries culturelles et créatives qui, en fait, comprend de nombreuses familles et qui comprend bien sûr le spectacle vivant que j'évoquais, mais qui comprend aussi le livre, qui comprend les jeux vidéo, qui comprend le cinéma, bien sûr, le patrimoine, l'architecture, etc. Donc, faire comprendre qu'en Europe, et parce que nous sommes ici partenaires européens, et ça c'est une force, en Europe, les industries culturelles et créatives, la capacité de coopérer sur ces industries culturelles et créatives est absolument essentielle. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on doit continuer à travailler fortement avec la Roumanie. On doit aussi, je parlais de l'exposition Constantin Brancouche à Timișoara, démontrer que certains partenariats sont capables de nous amener là où on le souhaite. C'est finalement grâce à cette coopération et l'ensemble des acteurs qu'a pu se réaliser une exposition de niveau international dans ce musée. Le musée a bénéficié de fonds qui ont permis sa rénovation et le fait qu'il puisse accueillir désormais beaucoup plus facilement des œuvres de musées internationaux. C'était aussi la coopération publique-privée qui est intéressante dans le monde de l'art et qui est même essentielle pour ce type d'opération. Donc on voit que là, très pratiquement, ce qu'on réalise ensemble nous permet d'avancer et de faire avancer en même temps la façon dont les partenaires roumains envisagent leur fonctionnement. C'était la même chose avec le musée Marais, avec l'exposition Picasso, qui était en lien avec le musée Picasso à Paris, où il y a eu aussi ce type de réflexion et aussi ce type de coopération très transversale. Donc je crois que ça c'est important. C'est important aussi que nous ayons avec le ministère de la Culture des relations très fortes pour s'inspirer mutuellement de ce que nous devons faire en tant que partenaires européens et dire qu'effectivement la culture doit pas être un ministère, et là je le dis pour l'ensemble finalement des ministères des pays européens, ne doit pas être un ministère un peu à la traîne, c'est pas la cerise sur le gâteau. La culture, c'est un ministère qui permet vraiment de faire énormément de choses et qui travaille la société sur le terrain, dans la durée, qui permet d'offrir des œuvres universelles ou plus locales à un public extrêmement varié et qui, en fait, en ce qui nous concerne, dans la relation internationale, permet d'ancrer des relations au plus profond des êtres, puisque ce qui nourrit beaucoup de gens, c'est aussi la capacité qu'ils ont à
entrer en relation avec telle ou telle partie de la culture qui leur parle plus. Et cette entrée en relation-là est une porte d'entrée fabuleuse pour ouvrir les uns aux autres de manière internationale. Et donc pour nous, c'est évidemment un lobbying, mais qui est un lobbying global et qui en Roumanie prend tout son sens, comme ailleurs. Julien Caponnet-Lucchesi, maintenant que vous êtes depuis 2 ans à Bucarest, en Roumanie, vous vous déplacez beaucoup dans le pays. Au quotidien, quels sont les choses, les messages qui reviennent? Il n'y en a peut-être pas énormément, mais 2, 3 messages positifs et négatifs que souvent vous vous dites, que vous aimeriez dire aux Roumains. Des choses qui vous plaisent et que vous avez à cœur de leur dire, et des choses qui vous plaisent moins bien, et sans vouloir être donneur de leçons, et on le comprend bien dans votre discours, vraiment des choses qui sont un petit peu frustrantes. Vous l'avez dit, mon rôle ici, c'est de... Je le disais aussi un peu avant, c'était de travailler avec les meilleurs talents pour que les projets les plus intéressants entre la France et la Roumanie et au niveau européen, puisque c'est vraiment une dimension, vous avez compris, qui est importante pour nous ici, se réalisent. Et donc, mon attention, elle se porte quand même beaucoup. Et non seulement je m'efforce de le faire, mais en réalité, j'ai aussi tout le loisir de le faire parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Mon attention se porte beaucoup sur ceux qui prennent des initiatives, ceux qui se battent contre vents et marées pour réaliser leurs objectifs, pour faire en sorte que des projets se réalisent alors que c'est pas si simple que ça, pour défendre des causes qui sont des causes compliquées, et ça c'est toute une partie de ce que nous faisons. Et donc moi je vois beaucoup de gens qui se battent, je vois des gens qui se battent pour la nature, des gens qui se battent pour le droit des minorités, qui se battent pour penser des projets de type discuter du projet de musée Rome en Roumanie avec des représentants de ce conseil qui s'occupe de penser l'esquisse de ce projet qui a été lancé par la loi désormais. Donc, je veux dire, ce que je vois, moi, c'est surtout beaucoup de gens qui ont des envies et qui sont, eux, souvent frustrés. Et donc, je me dis qu'effectivement, puisqu'ils sont frustrés, c'est qu'il y a certainement de l'huile dans les rouages à mettre dans différents endroits. Et je crois que c'est important d'avoir cette écoute de la société civile et de ceux qui sont des porteurs de projets et qui ont envie que les choses se réalisent avec des idées en général fabuleuses. Donc moi je me concentre sur eux et je me dis facilitons les choses et facilitons-les dans cet domaine de compétences qui est le nôtre, qui est assez large et qui permet de faire les liens. Je donne un autre exemple aussi parce que je vois aussi parfois la frustration qui naît du manque de planification à moyen ou long terme. Et nous, très modestement, on comprend qu'en tant qu'affinitaire européen, la question du développement urbain durable, elle est importante, elle est forte. Elle a un enjeu fort pour l'ensemble du territoire en Roumanie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et je dis modestement parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qui sont les nôtres? C'est de faire avancer le sujet année après année. C'est ce qu'on fait avec l'événement, la manifestation Orașe Durabile, Ville durable, avec laquelle on essaye de construire, et on a réfléchi avec mon adjointe Magali Villaume, au fait de pérenniser une action qui irait vers des actions pilotes avec les agences d'urbanisme, la Fédération nationale des agences d'urbanisme à Paris, avec le ministère de la Transition écologique sur la question des écoquartiers, avec le CEREMA, etc., etc. Donc d'essayer de mettre en place des actions structurelles qui nous permettent de dire, voilà, là on a repéré une envie, on a repéré des frustrations, on a repéré une priorité qui est importante pour nous et pour nos amis roumains, alors on y va, on fonce, mais on fonce pas
pour faire un événement le mois prochain ou l'année prochaine. On fonce pour essayer de mettre étape par étape des jalons, des cliquets de non-retour en quelque sorte, sur une coopération qui prend son sens dans la durée. Et donc ça c'est important. Et sur la question du développement urbain durable, je suis aussi, moi, en tant que habitant de la ville de Bucarest, je vois les choses, je vois des endroits qui sont des parkings alors qu'ils devraient être des places pour tout le monde, piétonnes ou arborées, avec des fonctions différentes. Je vois des autoroutes urbaines, je vois des choses qui, moi, personnellement, me semblent être quelque chose sur lesquels il faut réfléchir. Et je sais que c'est le cas, et donc c'est ça que j'essaye de voir. Donc je vois qu'il y a des initiatives à la mairie, dans les collectifs, où les gens se disent, bah oui, il faut agir là-dessus. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, au-delà de mon observation personnelle, c'est de se dire, bah là, il y a un champ d'action et il y a des envies, donc collaborons ensemble pour faire en sorte que ça prenne le plus possible une forme future intéressante et positive pour tout le monde. Quand avez-vous su que vous vouliez être diplomate ? Ça, c'est une question... La diplomatie, derrière le mot, en réalité, il y a diverses fonctions possibles, très très variées. Il y a des hommes et des femmes d'horizons divers aussi. La majorité sont issus du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ils sont entrés dans ce ministère par concours. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui, comme moi, moi je suis au départ au ministère des Armées, vous voyez, donc je suis rentré par une porte un peu différente, apportent leur concours à l'action extérieure de la France. Et en ce qui concerne... Mais vous faites partie, excusez-moi, vous faites partie aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères ou vous êtes toujours détaché du ministère des Armées ? Non, je continue à être détaché, mais je suis... Du ministère des Armées, voilà, je suis considéré comme un diplomate ici à l'ambassade de France. Et donc... c'est la fluidité administrative, vous voyez, qui permet ça en France, qui permet à la fois aux agents de développer leur carrière selon leur goût, leur capacité, leurs compétences, et à l'État d'offrir un cadre assez souple pour que tout ça se rencontre. Donc ce que je veux dire, c'est que on est tous d'horizons différents, même s'il y a un noyau dur, évidemment, et que le métier de diplomate est d'une variété incroyable, et que c'est ce qui fait aussi probablement son attrait. Donc c'était la première chose que je voulais dire, c'est que très vite, je savais que j'avais envie de faire quelque chose qui ne se fixait pas sur un point en particulier, mais qui avait la capacité d'avoir une vision, une transversalité, une polyvalence, que j'étais meilleur dans la polyvalence que dans l'étude même. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je n'ai pas fait de thèse, bien que des sujets m'intéressent et la profondeur des sujets m'intéresse. Mais je crois que je n'aurais pas eu la patience de m'occuper d'un seul sujet dans une précision pendant plusieurs années. Et puis l'autre chose, c'est que depuis très très jeune, je suis absolument fasciné par l'idée que on est tous sur cette planète des humains avec les mêmes chromosomes, avec la même durée de vie, avec la même histoire commune et avec le même futur à partager ensemble, et que pourtant on a une grande variété, qu'il faut essayer de comprendre cette variété pour construire ce futur qui est de toute façon commun, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas de s'expatrier de la planète Terre, et donc il va falloir construire ensemble au niveau international, et que ce niveau international est un niveau absolument indispensable et en même temps une source de satisfaction et de découverte, parce que la diversité des nations, la diversité des cultures humaines qui se sont développées au fil des siècles fait que nous sommes tous à la fois semblables et très différents. Et donc je crois que très vite je sentais que ma vie était là, mais qu'elle était aussi ailleurs, et que je pourrais pas vivre tranquillement. J'aurais toujours cette urgence de partir, cette urgence du voyage. Alors, je ne vais pas citer les vers de Baudelaire qui disaient que le voyage se transforme très vite lorsqu'on revient on se voit simplement, on ne voit que notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui, ce qui n'est pas extrêmement positif, mais au contraire, le voyage et la connaissance de l'autre étaient pour moi absolument indispensables et forgent cette capacité qu'on a de se dire que le sens que l'on se donne, à un moment donné, c'est de contribuer
à penser un futur commun, ce qui est, à mon avis, la seule chose intelligente à faire et qui, malheureusement, en ces temps un peu compliqués, ne nous permet pas d'en entrevoir tout de suite les fruits. Et on est plutôt obsédé, et je crois qu'on ne peut pas faire autrement, par la violence qui se déchaîne et le fait que la diplomatie, qui est normalement un lieu d'expression en dehors du moment de la guerre, en dehors du moment de la violence, est justement très indispensable. Et la diplomatie culturelle encore plus, parce que la diplomatie culturelle, et vous disiez d'influence, elle forme des amitiés, elle forme des relations d'homme à homme, de femme à femme, etc. Elle permet vraiment de forger dans le cœur intime des individus l'idée que non, l'autre, c'est pas celui contre lequel je vais me battre, mais c'est celui avec lequel je désire construire un avenir commun. Dernière petite question, Julien Chiappone-Lucchesi, qui demandera une réponse courte. Très courte. Avez-vous un objectif de carrière? Un objectif de carrière. J'ai l'objectif de continuer à travailler avec des gens intelligents sur des projets intelligents et qui font avancer les choses dans le sens que je vous ai expliqué avant. Et j'espère que je le ferai longtemps et si possible en partie encore à l'international. Merci infiniment de vous être prêté à cet exercice que vous connaissez bien. Et je crois que nos auditrices et auditeurs en savent davantage d'abord sur les événements de cette année et puis un peu plus sur vous également. Alors je vous remercie. Merci beaucoup pour vos propos. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine, même endroit, même heure. Week-end Placoute. Au revoir.